Épisode Après le cloud, la conquête des usines. Chapitre 1. Le prix de la mémoire. En quelques semaines, un composant banal est devenu un signal de bascule. Quand la mémoire flambe, ce n'est pas seulement un marché qui se tend, c'est tout un ordre industriel qui se recompose. En quelques semaines, un kit de mémoire qui valait à peine 140 € en coûte plus de 300. Sur certains sites, il monte plus haut encore. Les références disparaissent, les prix se dérobent, les distributeurs cessent parfois d'afficher leurs tarifs comme si le marché lui-même refusait d'être regardé trop longtemps. Et derrière cette scène presque banale, une barrette de RAM devenue soudain trop chère, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste. Selon IDC, les livraisons mondiales de PC pourraient chuter d'environ 11,3% en 2026, soit plus de 32 millions de machines en moins. Toujours selon les analyses relayées par Tom's Hardware et TechRadar, la mémoire et le stockage ont renchéri d'au moins 60% au début de 2026, au point de représenter jusqu'à 35% du coût de fabrication d'un PC chez certains constructeurs, contre 15 à 18% auparavant. Gartner va plus loin, le PC sous 500 $ pourrait disparaître d'ici 2028. Il faut entendre ce que cela raconte. Le sujet n'est pas seulement le gaming, ni l'upgrade de passionnés. Le sujet, c'est l'ordinateur abordable. Celui des étudiants, des familles, des petites structures, des écoles. En clair, un marché entier commence à dire, en silence, que certains usages comptent désormais moins que d'autres. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, parce qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre majeur sur une zone de production, pas d'usine réduite en cendres, pas de guerre ouverte sur une ligne mémoire. Ce qui a changé, c'est autre chose, l'ordre des priorités. La mémoire n'a pas disparu, elle a changé d'adresse. Elle est allée vers les centres de données, vers les GPU, vers l'intelligence artificielle, vers les segments où les marges sont plus fortes et la demande moins sensible au prix. Les fabricants ont regardé le même wafer, la même capacité industrielle, et ont conclu qu'il valait mieux la vendre à l'IA qu'au grand public. Voilà pourquoi cette séquence compte. Une pénurie ordinaire raconte un accident. Celle-ci raconte une hiérarchie. Elle dit qui passe d'abord, elle dit qui paye après. Et elle annonce peut-être quelque chose de plus profond encore, le moment où l'intelligence artificielle cesse d'être une simple industrie logicielle et commence à réorganiser, à son profit, les chaînes matérielles du numérique. Pour comprendre ce qui s'est joué, il faut revenir à une scène très précise. Séoul, octobre 2025. Une signature, puis une autre, et un marché entier qui se met à trembler avant même qu'une seule puce ne change réellement de main. Chapitre 2. Séoul, les lettres et le signal. Il arrive qu'un marché bascule avant même la première livraison. Il suffit parfois d'une promesse, d'une anticipation, d'un papier assez fort pour être cru. Et soudain, l'intention produit déjà ses effets. En octobre 2025, Sam Altman se rend à Séoul. Il rencontre Samsung. Il rencontre aussi SK Hynix. Et selon les éléments rapportés notamment par Tom's Hardware et plusieurs sources coréennes, OpenAI obtient des accords préliminaires portant à terme sur jusqu'à 900 000 wafers de DRAM par mois pour le projet Stargate. Un wafer, à l'oral, c'est une grande plaque de silicium qui sera ensuite découpée en puces. Rapporté à une capacité mondiale estimée autour de 2,25 millions de wafers mensuels, cela représente environ 40% du marché. Donc le chiffre est vertigineux. Mais le vrai point est ailleurs. Ces documents sont des lettres d'intention, pas des commandes fermes, pas des livraisons exécutées, pas des puces déjà sorties d'usine. Et pourtant, le marché réagit comme si tout était déjà joué. Donc, c'est là qu'il faut ralentir un instant. Une lettre d'intention, à l'oral, c'est quoi ? C'est un engagement de principe, une manière de dire « nous voulons travailler ensemble, nous pensons que ce volume pourrait exister, nous allons essayer d'organiser cela ». Ce n'est pas encore une obligation commerciale irrévocable, ce n'est pas un bon de commande. Mais dans un marché aussi tendu que celui de la mémoire, cette nuance juridique pèse moins que le signal stratégique envoyé. Donc, car ces marchés ne vivent pas seulement de flux réels, ils vivent aussi d'anticipation. Si Samsung pense qu'une part significative de sa capacité va être aspirée par Stargate, il réalloue. Si les distributeurs pensent que Samsung et SK Hynix vont privilégier l'IA, ils retiennent leur stock, revoient leurs prix, suspendent parfois leurs affichages. Si les constructeurs de PC pensent que la mémoire va manquer demain, ils surachètent aujourd'hui. Et à partir de là, la prophétie commence à se réaliser d'elle-même. Donc, ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est que Samsung et SK Hynix n'auraient pas, au moment de la signature, pleinement su que l'autre négociait en parallèle sur des volumes du même ordre. Si cela est exact, alors OpenAI n'a pas seulement sécurisé une capacité potentielle. L'entreprise a aussi fait circuler, volontairement ou non, un signal de rareté systémique dans un marché déjà à fleur de peau. Donc, et c'est ici qu'il faut être très précis, il ne s'agit pas de dire qu'OpenAI a manipulé formellement un marché coté comme on manipulerait un titre financier. La DRAM n'est pas négociée comme une action, mais il s'agit bien de reconnaître qu'une annonce ou un engagement non ferme
peut, dans un oligopole aussi concentré, produire des effets matériels immenses. Ce marché n'a pas besoin d'une transaction exécutée pour paniquer. Il lui suffit de croire qu'une partie de l'avenir vient d'être capturée. Donc, le plus intéressant, peut-être, est que cette scène dit quelque chose du pouvoir en 2026. Le pouvoir n'est plus seulement dans la capacité à concevoir un bon modèle. Il est dans la capacité à déplacer les anticipations de toute une chaîne industrielle. Annoncer qu'on pourrait mobiliser 40% de la mémoire mondiale, c'est déjà transformer le monde autour de soi. Donc, sauf qu'un détail empêche ce récit d'être triomphal. Stargate, derrière la promesse, n'est pas un édifice si stable. À mesure qu'on regarde le financement, les partenaires, la dette, la gouvernance, une autre image apparaît. Celle d'un projet gigantesque, oui, mais aussi désordonné, conflictuel, et peut-être beaucoup moins solide qu'il n'en avait l'air. Chapitre 3. Stargate ou l'infrastructure promise. Les grands récits technologiques aiment les chiffres trop grands pour être vérifiés dans la foulée. 500 milliards, 10 gigawatts, une nouvelle ère. Mais quand on s'approche, les promesses deviennent des bilans, des dettes et des querelles de contrôle. Stargate a été présenté comme l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire récente de la tech. Jusqu'à 500 milliards de dollars, une puissance massive, des centres de données géants et l'idée implicite que l'intelligence artificielle exige désormais une base industrielle à la hauteur de ses ambitions. Sur le papier, c'est cohérent. Si l'IA doit devenir un service général, il faut des GPU, des bâtiments, des lignes électriques, des contrats énergétiques, de la mémoire, du refroidissement. Rien de cela n'est virtuel. Mais à mesure que les mois ont passé, des fissures sont apparues. D'après plusieurs sources de presse spécialisées, le projet a souffert de tensions entre OpenAI, Oracle et SoftBank sur le contrôle des sites et de la gouvernance. Les montants réellement sécurisés ont semblé moins clairs que les annonces initiales. Les ambitions de capacité ont été revues ou retardées. Et surtout, OpenAI a commencé à contourner partiellement la structure commune en négociant des accords bilatéraux en dehors du véhicule annoncé. Autrement dit, l'infrastructure promise comme un bloc cohérent a commencé à se fragmenter dès sa mise en musique. Oracle, de son côté, a porté une part visible de cette pression. Les chiffres circulant sur son endettement lié au centre de données donnent le vertige. Des analyses évoquent plus de 100 milliards de dollars de dettes, un rating sous surveillance, des obligations traitées avec un stress croissant et une valorisation boursière fortement affectée. Il faut toujours manier ces ordres de grandeur avec prudence. Mais le signal est net. Construire l'infrastructure de l'IA n'est pas seulement une démonstration de puissance. C'est aussi une exposition énorme au risque de calendrier. Et c'est là le cœur du problème. La dette, à la différence du capital enthousiaste, a des échéances. Elle transforme une vision lointaine en obligation à moyen terme. Si les revenus arrivent plus tard que prévu, si les sites prennent du retard, si les clients ne remplissent pas assez vite les salles machines, si les coûts énergétiques montent, alors le récit technologique devient très vite un problème financier. Voilà pourquoi Stargate est intéressant au-delà même d'OpenAI. Ce projet révèle une tension structurelle du moment. L'IA avance avec des promesses de software, mais elle s'appuie sur des cycles d'infrastructures qui obéissent à d'autres lois. Le logiciel itère en semaines. Le béton, les transformateurs, les raccordements et les financements se comptent en trimestres, parfois en années. Et quand une industrie habituée à la vitesse du logiciel se heurte au temps long du monde physique, elle devient nerveuse. Elle surréserve, elle surannonce, elle surfinance. C'est aussi pour cela que le cas Stargate ne doit pas être lu comme un simple excès d'Altman. Il faut le lire comme un symptôme. Si l'on en est à réserver d'immenses volumes de mémoire sur des bases encore incertaines, c'est que le marché n'offre plus la tranquillité nécessaire à ceux qui veulent croître très vite. Le message implicite est simple. Attendre d'avoir besoin, c'est déjà risqué de ne plus être servi. Et quand le marché ne donne plus assez de garanties, certains cherchent autre chose. Ils ne veulent plus seulement réserver une place dans la file. Ils veulent posséder l'outil lui-même. C'est là qu'Elon Musk entre dans le tableau. Chapitre 4. Terrafab ou le refus de dépendre. Réserver l'avenir est une stratégie, construire l'outil en est une autre. Quand les patrons tech recommencent à parler d'usines, c'est rarement un détail de communication. C'est qu'ils n'ont plus confiance dans la fluidité du marché. Le 21 mars 2026, Elon Musk annonce Terrafab. Le projet associe Tesla et SpaceX autour d'une ambition industrielle située près d'Austin, avec l'idée de produire des puces avancées pour l'IA, la robotique et le spatial. Les détails restent incomplets, parfois grandiloquents comme souvent avec Musk, mais un point ressort nettement des comptes rendus disponibles. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration sur l'innovation, il s'agit d'une déclaration sur la dépendance.
Musk le formule d'ailleurs de manière presque brutale. Si nous ne construisons pas Terrafab, nous n'aurons pas les puces. Il faut prendre cette phrase au sérieux, non pas comme prophétie technique, mais comme aveu stratégique. Elle dit qu'à ses yeux, le marché ne garantit plus l'accès futur aux composants critiques. Autrement dit, acheter ne suffit plus. Il faut remonter la chaîne. Il faut internaliser une partie de l'outil. Il faut, au moins partiellement, sortir du statut de client. Bien sûr, il faut éviter l'exagération. À ce stade, Terrafab ne résout pas magiquement la pénurie mondiale de mémoire. Les éléments publics portent surtout sur les masques lithographiques, les gabarits qui servent à graver les puces, et sur une capacité de production au sens large, pas sur une maîtrise intégrale de toute la chaîne, encore moins de la DRAM mondiale. Les équipements restent complexes, les talents rares, les dépendances multiples. Construire une fab n'abolit pas le monde. Cela ne supprime ni les délais, ni les fournisseurs, ni les contraintes de packaging, ni les goulots en amont. Mais c'est précisément ce qui rend l'annonce si intéressante. Terrafab n'est pas une solution complète, c'est un geste révélateur. Le geste d'un acteur qui préfère porter un coût industriel gigantesque plutôt que de rester exposé aux arbitrages d'autrui. Une sorte de prime d'indépendance payée d'avance. Et si l'on rapproche ce geste de Stargate, un motif apparaît. Chez OpenAI, on tente de sécuriser la rareté par la préemption, on réserve. Chez Musk, on tente de sécuriser la rareté par la verticalisation, on construit. Ce ne sont pas les mêmes outils, c'est la même inquiétude, celle de manquer au moment décisif. Il y a là quelque chose de très neuf pour le récit tech récent. Pendant des années, le cloud a vendu une promesse simple. Vous n'avez pas besoin de posséder l'infrastructure. Louez-la, mutualisez-la, externalisez la complexité. L'IA, à grande échelle, semble désormais raconter l'inverse. Louer n'est plus assez sûr, mutualiser n'est plus assez prévisible, dépendre des autres n'est plus assez stratégique. C'est pour cela que Terrafab compte, même si le projet reste encore flou. Il matérialise une idée. Après l'âge de l'abstraction, retour à l'obsession de l'outil, retour à l'usine, retour au matériel, retour au capital fixe. Et ce retour ne concerne pas seulement les groupes américains les plus bruyants. Même un acteur européen plus jeune, plus léger en apparence, commence à parler la même langue. La preuve est tombée cette semaine même. Chapitre 5. Mistral, la dette et la souveraineté du calcul. Ce qui n'était encore qu'un soupçon est devenu un fait. Même les acteurs plus jeunes, plus européens, plus supposément légers, entrent à leur tour dans le temps long des infrastructures. Et soudain, l'IA commence à parler comme une industrie de réseau. Le 30 mars 2026, Mistral obtient 830 millions de dollars de dette pour financer un data center près de Paris. L'information, rapportée notamment par Le Monde et Data Center Dynamics, n'a pas seulement une valeur financière, elle a une valeur symbolique. Elle dit qu'une entreprise née dans l'imaginaire des modèles et de la souveraineté logicielle européenne accepte désormais de se charger d'une autre matérialité. Bâtiments, raccordements, GPU, puissance électrique, calendrier industriel. Le site, situé à Bruyères-le-Châtel, doit entrer en service dès le deuxième trimestre 2026 et accueillir près de 14 000 NVIDIA GB300. Au-delà de ce premier ensemble, Mistral vise 200 MW de capacité en Europe d'ici fin 2027 et s'est aussi engagé sur un projet de data center en Suède. Ces chiffres restent modestes à l'échelle des hyperscalers américains, mais c'est précisément ce qui les rend intéressants. Ils ne relèvent pas du gigantisme théâtral, ils relèvent d'une prise de conscience. Cette prise de conscience est simple. Dans l'IA, le calcul devient un actif stratégique trop important pour être laissé entièrement à d'autres. Mistral veut proposer des environnements sur mesure à des gouvernements, à des entreprises, à des institutions de recherche. Cette promesse serait plus fragile si tout reposait exclusivement sur des clouds externes, sur des arbitrages de capacités faits ailleurs, sur des prix de location susceptibles de changer ou sur des contraintes de souveraineté mal maîtrisées. En d'autres termes, Mistral ne construit pas seulement pour grandir. Mistral construit pour exister dans certaines catégories de marché. Et c'est là que le sujet devient vraiment intéressant. Si même Mistral finance du dur, alors le problème change de nature. On ne parle plus d'une exubérance propre à Sam Altman. On parle d'une contrainte qui remonte tout le secteur. Chez OpenAI, la logique est celle de l'échelle générale. Chez Musk, celle de l'intégration et de la puissance. Chez Mistral, il y a autre chose. L'idée qu'on ne peut pas défendre une offre crédible pour des clients sensibles si l'on ne maîtrise pas au moins une partie de son socle matériel. Il faut écouter ce que ce mouvement dit du secteur. L'infrastructure n'est plus un avantage optionnel, elle devient un ticket d'entrée. Le benchmark seul ne suffit plus, le produit seul ne suffit plus, la marque seule ne suffit plus. Il faut aussi du courant, de l'espace, du refroidissement, des GPU livrables, des contrats, des banques et la capacité de tenir un projet dans le temps. On peut presque résumer le printemps 2026 en 3 verbes: réserver, construire, financer. OpenAI réserve, Musk veut construire, Mistral finance. 3 gestes différents, mais une même peur. Ne pas disposer de la capacité au moment exact où le marché l'exigera.
Et cette peur ne s'arrête pas à la mémoire ou aux puces. À mesure que la course s'accélère, un autre mur se rapproche. Plus lent, plus lourd, moins spectaculaire, le mur énergétique. Chapitre 6. Le mur électrique. On croit souvent que les limites de l'IA sont techniques. La qualité des modèles, la finesse des puces, la vitesse du code. Mais l'une des contraintes les plus décisives de 2026 porte un nom beaucoup plus banal. Le raccordement. À ce stade, il faut déplacer légèrement le regard. Jusqu'ici, on a parlé de mémoire, de wafer, de fab, de data center, mais si l'on écoute les énergéticiens, les opérateurs de réseau et certaines banques d'investissement, le prochain goulot n'est peut-être pas le silicium lui-même, c'est l'électricité raccordée. Selon Morgan Stanley, la demande des data centers américains pourrait atteindre 74 gigawatts d'ici 2028 avec un déficit potentiel de 49 gigawatts. D'autres analyses évoquent des délais d'interconnexion de 1 à 2 ans, parfois davantage, et Gartner anticipe que 40% des data centers IA pourraient être contraints par l'énergie d'ici 2027. C'est ici que l'IA change vraiment de nature. Une startup software peut pivoter en quelques semaines, un modèle se met à jour en quelques mois. Un data center, lui, a besoin de terrain, de permis, de transformateurs, de lignes, de refroidissement, d'ingénierie, de riverains, de négociations avec des utilities, autrement dit les opérateurs de services essentiels comme l'électricité, et d'un réseau capable d'absorber des charges inédites. Les racks dédiés à l'IA montent à 30, 40, parfois 60 kW par rack. À cette densité, le sujet n'est plus seulement informatique, c'est une question d'aménagement industriel. Et c'est peut-être le point le plus fascinant du moment. Pendant des années, la tech a semblé s'émanciper du monde physique. Le cloud était une abstraction, une promesse de calcul disponible à la demande, presque sans friction apparente. L'IA, elle, réintroduit brutalement la dépendance au réel. Le futur des modèles dépend de choses aussi peu glamour qu'une file d'attente de raccordement, un poste électrique, un transformateur de puissance ou l'acceptabilité locale d'un nouveau site. C'est pour cela que je crois que le printemps 2026 est plus important qu'il n'en a l'air. On y voit, presque en direct, une industrie habituée à la vitesse du logiciel se heurter au temps long du réseau. Les annonces deviennent démesurées parce que les contraintes le sont. Les promesses deviennent physiques parce que les goulets d'étranglement le sont. Et le pouvoir se déplace. Il n'est plus seulement chez ceux qui savent entraîner les meilleurs modèles. Il commence aussi à se loger chez ceux qui savent obtenir du foncier, signer de l'énergie, raccorder un campus, financer des délais et tenir une charge. On pourrait presque dire que l'IA cesse d'être seulement une industrie numérique. Elle devient une charge sur le réseau. Et à partir du moment où vous devenez une charge sur le réseau, vous cessez de dépendre seulement de vos ingénieurs. Vous entrez dans le monde des utilities, des régulateurs, des collectivités, des banques, des équipementiers, des délais administratifs et des arbitrages politiques. Cette collision entre le rêve logiciel et la réalité électrique rappelle autre chose. Elle rappelle d'autres moments où une technologie nouvelle a exigé d'être accompagnée par une infrastructure immense, coûteuse, lente, souvent surconstruite. Les chemins de fer, l'électricité, la fibre. Ce parallèle n'est pas décoratif, il aide à comprendre ce qui risque de se passer ensuite. Chapitre 7. Les rails, la fibre et le dark compute. Les grandes vagues technologiques construisent souvent trop tôt, trop cher, trop vite, puis elles cassent. Et pourtant, ce qui a été bâti reste là. Les gagnants de long terme ne sont pas toujours ceux qui ont payé pour poser les rails. Il y a dans cette histoire une erreur très facile à faire. Soit on s'enthousiasme naïvement, l'IA arrive, donc tout ce qui se construit autour d'elle finira bien par justifier son prix. Soit on bascule dans l'excès inverse. Les montants paraissent absurdes, donc tout cela ne serait qu'une bulle vide. L'histoire économique invite à plus de nuances. Les chemins de fer au 19e siècle, l'électricité au début du 20e, la fibre dans les années 1990, à chaque fois on retrouve le même motif. Une technologie profonde, une infrastructure coûteuse, une promesse de transformation immense. Des anticipations parfois excessives et, souvent, une destruction de valeur chez une partie des bâtisseurs. La comparaison avec la fibre est particulièrement utile. À la fin des années 1990, les télécoms ont posé des quantités extravagantes de câbles à crédit sur l'hypothèse d'une demande Internet quasi infinie. Une grande partie de cette fibre est restée noire pendant des années. Le capital investi a été détruit, des acteurs se sont effondrés. Mais ce qui avait été construit, lui, est resté. Et ce sont parfois d'autres entreprises, plus tard, qui ont capté la valeur de cette abondance soudain devenue bon marché. Il faut peut-être penser l'IA ainsi, non pas comme une imposture, mais comme une technologie peut-être en train de construire trop vite l'appareil de son propre avenir. Cela ne rend pas la technologie fausse, cela rend simplement le calendrier financier périlleux. C'est ici qu'une idée devient importante. Ceux qui bâtissent l'infrastructure ne sont pas toujours ceux qui capturent ensuite l'essentiel de la valeur. Les rails peuvent enrichir le commerce plus que les compagnies ferroviaires.
La fibre peut enrichir les plateformes plus que les opérateurs qui l'ont posée. L'électricité peut accroître la productivité de toute l'économie sans permettre aux producteurs d'en prélever l'intégralité. Et si c'était aussi ce qui attend l'IA? Si l'on construisait aujourd'hui une masse considérable de moyens, data centers, GPU, réseaux, mémoire, énergie, dont une partie détruirait de la valeur pour ses financeurs, mais rendrait plus tard le calcul beaucoup plus accessible à d'autres. Une sorte de dark compute, l'équivalent du dark fiber, où la surcapacité d'aujourd'hui deviendrait la matière première bon marché de l'économie de demain. Cette hypothèse n'annule pas les risques présents, elle les recadre. Le sujet n'est pas seulement de savoir si l'IA est réelle. Le sujet est de savoir qui paiera l'avance de construction, qui supportera la mauvaise synchronisation entre promesses et usages, et qui profitera ensuite de la banalisation du calcul. Ce déplacement est important parce qu'il change la nature de la question. Nous ne sommes plus seulement face à une course à l'innovation. Nous sommes peut-être face à un cycle classique de capital fixe, beaucoup de dettes, beaucoup de béton, beaucoup d'actifs peu flexibles et une valeur future qui pourrait se diffuser plus largement que ne l'espèrent ceux qui bâtissent aujourd'hui. Reste alors la question la plus concrète. Si l'IA devient une industrie de capacité, si la mémoire, l'énergie et le calcul sont réalloués vers les acteurs les plus solvables, qu'est-ce que cela change pour les autres? Pas en théorie, dans le monde ordinaire, dans les machines achetées, dans les budgets serrés, dans les usages quotidiens. Chapitre 8. Ce que ça coûte au reste du monde. Une infrastructure stratégique ne se construit jamais dans le vide. Elle aspire des ressources, redessine des priorités et relègue d'autres usages sans toujours le dire. Le prix de l'IA ne se paie pas seulement en abonnement, il se diffuse partout. Il y a une tentation face à ces sujets de les traiter comme des affaires lointaines, des histoires de grands groupes, de puces avancées, de capitaux géants, de rivalités industrielles qui n'auraient qu'un rapport indirect avec la vie ordinaire. Je crois que c'est une erreur. Quand la mémoire devient plus chère, ce n'est pas seulement un poste comptable qui bouge, ce sont des machines plus difficiles à acheter, des configurations plus maigres, des remplacements différés, des parcs informatiques qu'on garde plus longtemps, des établissements qui repoussent un renouvellement, des ménages qui renoncent. On peut le dire autrement, la crise de la RAM n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour les joueurs ou les amateurs de montage PC, c'est aussi un signal de hiérarchie industrielle. Elle dit quels usages sont désormais jugés prioritaires et lesquels deviennent secondaires. Les hyperscalers, les grands modèles, les centres de données, les clients les plus solvables passent d'abord, le reste attend. Le plus frappant, c'est que cette hiérarchie n'a pas vraiment été débattue publiquement. Personne n'a voté pour dire que le PC d'entrée de gamme importait moins que l'expansion des salles machines d'IA. Personne n'a formellement décidé qu'un wafer devait aller d'abord à un rack d'accélérateur plutôt qu'à l'ordinateur accessible d'un étudiant. Et pourtant, c'est bien ce qui se produit par les choix combinés des fabricants, des acheteurs les plus puissants et de la structure même du marché. Il faut être honnête, cette logique n'est pas absurde du point de vue d'un industriel. La HBM, la mémoire serveur, les segments liés à l'IA rapportent davantage. Les engagements des grands clients sont plus massifs, plus stratégiques, parfois plus prévisibles. Mais ce qui est rationnel pour chaque acteur peut produire un résultat collectif plus dérangeant, une montée du coût d'accès au numérique ordinaire. Voilà peut-être la vérité la plus simple de cette histoire. Le prix de l'IA ne se paie pas seulement dans les comptes d'OpenAI, d'Oracle, de Tesla ou de Mistral. Il se paie aussi dans une matière beaucoup plus diffuse, le renchérissement de l'informatique banale, la fragilisation du PC abordable, la dépendance accrue à quelques acteurs capables d'acheter ou de financer à très grande échelle. Pendant longtemps, la tech a raconté une histoire de dématérialisation. Le cloud, les services, les plateformes, l'abstraction. Et voici que l'IA, au moment même où elle semble la plus magique pour l'utilisateur, réintroduit tout ce que cette histoire croyait avoir dépassé. Le béton, le cuivre, les transformateurs, les lignes de crédit, les files d'attente, les arbitrages industriels. Plus l'IA paraît immatérielle à l'usage, plus elle devient lourde à produire. C'est peut-être cela, au fond, la vraie leçon du printemps 2026. L'intelligence artificielle ne met pas fin au monde matériel, elle le réactive. Et elle rappelle que le pouvoir technologique ne se mesure pas seulement à la qualité d'un modèle, il se mesure aussi à la capacité de réserver, de construire, de financer et d'alimenter l'infrastructure qui le rend possible. Ce n'est pas encore la fin d'un cycle, mais c'est déjà la fin d'une illusion. L'illusion selon laquelle le futur numérique pouvait s'extraire des contraintes du monde physique. Après le cloud, la conquête des usines a commencé. Vous écoutiez Après le cloud, la conquête des usines. Merci de votre écoute.